tous. Merci beaucoup de me donner l'opportunité de présenter les actualités du réseau maladie vasculaire du foie. Je travaille au CHU de Tours. Et voilà donc de quoi nous allons parler rapidement. Donc les publications, la base de données et la biobanque, les relations internationales, on en a déjà un petit peu parlé ce matin. Donc je vous montrerai quel est le travail un peu plus spécifiquement qu'on a effectué dans le contexte des maladies vasculaires du foie, les vidéos qui ont été réalisées à destination des patients. Et puis vu que Liliane est sur la scène, elle viendra elle-même présenter les actualités de la MVF. Donc rapidement les publications, vous allez voir que l'année a été très riche et donc j'ai sélectionné certaines publications de façon assez arbitraire et puis après la liste des autres. Donc c'est pas toutes les publications. La première qui est très importante, c'est cette publication qui a été coordonnée par Isabelle Olivier à Caen, qui s'est intéressée aux facteurs associés à la récidive de thrombose chez les patients qui étaient porteurs d'une thrombose splanchnique non cirrhotique associée à un facteur local, et elle a pu montrer que parmi 154 patients et donc 140 avaient eu un suivi, et bien les facteurs de risque de thrombose étaient présents chez 50% des cas et qu'ils étaient associés au risque de récidive hémorragique. Donc je vous encourage à lire ce papier qui a été publié au mois de septembre dans le Journal of Hepatology. Un autre travail, donc cette fois-ci qui s'intéresse à la maladie vasculaire portosinusoïdale, coordonné par Lucille Moga et aussi en collaboration avec le réseau Valdig. Et donc c'est vraiment un mot-clé dans le domaine des maladies vasculaires du foie, c'est Valdig. Et donc Lucille a pu montrer que la dureté de la rate mesurée par FibroScan associée au taux de bilirubine permettait en fait d'écarter les varices œsophagiennes à risque de saignement chez les patients atteints de maladies vasculaires portosinusoïdales. Et donc c'est très important, notamment pour les malades qui, eux, doivent avoir des endoscopies régulières. Et quand on diagnostique une maladie vasculaire portosinusoïdale à l'âge de 30 ans et qu'on vous dit que vous allez avoir une fibro tous les 2 ans jusqu'à l'âge de 70 ou 80 ans, si on peut éviter, c'est vraiment un gain majeur dans la prise en charge. Un autre travail qui a été coordonné, donc là qui concerne plus la pédiatrie mais pas que, qui est un papier de revue publié dans JF Reports qui propose en fait des recommandations d'experts pour la prise en charge des shunts portosystémiques congénitaux, qui a été donc coordonné par Valérie Maclean, qui est pédiatre à Genève, mais auquel plusieurs personnes du réseau ont participé. Et en fait, ce papier fait suite à un congrès qui était dédié aux shunts qui s'est tenu en juillet 2022 à Genève, et donc qui comprenait des pédiatres, mais également des hépatologues adultes. Donc on voit que déjà la collaboration a commencé depuis plusieurs années, et donc qui propose des recommandations pour le diagnostic, le dépistage et la prise en charge des complications. Évidemment, la publication des recommandations françaises sur le TIPS, auxquelles plusieurs personnes du réseau ont participé, que ce soit dans le domaine des maladies vasculaires, mais pas que. Et donc, ça montre aussi que, effectivement, il faut surtout pas complètement cliver et scinder ce qu'on fait dans les maladies rares et dans le reste des pathologies. La plupart d'entre nous prennent en charge des patients atteints de maladies rares, mais pas que. Et finalement, là encore, une revue générale qui a été publiée dans le Lancet Gastro, qui s'intéresse cette fois-ci à la thrombose de la veine porte, et en fait qui fait suite au congrès sur la thrombose de la veine porte qui s'était tenu à Paris en novembre 2022, qu'on avait co-organisé avec Pierre-Emmanuel Rotoux, avec le soutien inconditionnel de Phil Foy, et en particulier d'Anaïs, sans qui on n'aurait rien pu faire. Et donc, suite à ce congrès qui a réuni un certain nombre d'experts français et européens, et également internationaux, a donné lieu à une revue et également
des propositions pour des critères d'évaluation dans les études cliniques. On a pu faire un questionnaire Delphi qui a été envoyé à plus de 50 experts dans le domaine de la thrombose porte et des maladies vasculaires du foie. Et donc, vous voyez une liste de travaux collaboratifs qui ont été publiés cette année, en 2024. Et la plupart de ces travaux, en fait, ont été réalisés en collaboration avec le réseau Valdig. Donc j'en viens maintenant au deuxième aspect de ce qu'on a fait cette année. Ça concerne la base de données et la biobanque. Donc en fait, on vous a déjà montré ces diapositives plusieurs fois, mais le travail qui est mené depuis déjà plusieurs années vise en fait à transférer les données du registre français qui s'appelle Envie et qui a un autre nom européen qui s'appelle Valdireg, qui est sur le logiciel RedCap, au sein de la base de données européenne Castor. Et donc, vous avez vu ce matin que maintenant, on a rajouté une étape intermédiaire qui va être très utile pour nous parce que ça va permettre de conserver nos données en France et également de les saisir directement dans Bamara. Donc, ça évite d'avoir deux logiciels, donc ce sera certainement beaucoup plus facile et conviviable. Et ce qu'on a réalisé cette année, c'est qu'on a revu l'intégralité des CRF pour les adapter parce qu'il y a des définitions qui ont changé, parce qu'on s'est rendu compte que le suivi, en tout cas les modalités de recueil n'étaient pas tout à fait parfaites et donc voilà, c'est des bases de données qui doivent tout le temps être améliorées et donc on a revu les CRF pour le syndrome de Budd-Chiari, ça a été coordonné par l'équipe espagnole, pour la maladie vasculaire porto-sinusoïdale et pour la thrombose de la veine porte. Et puis le grand succès, donc ça concerne toute la filière, mais c'est vraiment un travail qui a été mené en particulier par Aurélie Plessier, c'est qu'on a pu obtenir le DTA avec ERN. Donc, finalement, si on parle du registre et de la biobanque, ça nous permet de voir déjà le matériel qu'on a à disposition. Et vous voyez que, comme ça a déjà été souligné, en fait, on a vraiment une ressource qui est énorme, avec plus de 3000 patients qui ont déjà été saisis dans ce registre, mais avec quand même un point de vigilance qui est qu'il y a un certain nombre de dossiers pour lesquels les données ne sont pas complètes, et en particulier les données de suivi. Et on sait bien qu'avoir les données à baseline, c'est très important, mais si on a les données de suivi, là, alors vraiment, notre base de données, elle devient avec une valeur inestimable. Et donc, pour cette raison, il a été décidé, lorsqu'on a fait la réunion à l'AFEF, et finalement, cette bourse a été obtenue, de faire la demande pour la bourse Fil-Foie pour le réseau maladie vasculaire du foie, d'obtenir du temps tech et également un financement pour les CRB, notamment pour les centres de compétences, afin de permettre de compléter ce registre déjà existant, de compléter les données manquantes et puis d'ajouter aux données cliniques des tubes et vice-versa. Donc j'en viens aux relations internationales. Donc comme je vous l'ai dit, en fait le réseau maladie vasculaire du foie, il y a le réseau français et au niveau européen, eh bien c'est Valdig, qui est le groupe d'intérêt pour les maladies vasculaires du foie, qui est un groupe de travail qui est sous l'égide de l'Association européenne pour l'étude du foie, le ASL. Et là encore, le réseau est déjà très bien représenté. Il y a un certain nombre de membres qui viennent évidemment de l'hôpital Beaujon, mais également Montpellier, Toulouse, Caen, Tours. J'en oublie certainement, et il est très facile de postuler, et donc je vous encourage à postuler sur le site. Il suffit d'envoyer un court CV et une courte lettre de motivation pour expliquer en fait votre intérêt dans les maladies vasculaires du foie, et ça permet en fait de participer à des collaborations internationales, et donc de participer à des études et de proposer surtout des études de grande envergure, et on en parlera juste après, notamment avec Eric qui a une étude sur le TIPS. L'autre aspect des relations internationales, c'est évidemment ERN. Et donc, ce qu'on fait avec ERN et surtout ce que fait Aurélie, c'est qu'on travaille justement pour pouvoir transférer les données existantes dans la base de données Castor. Il y a des plaquettes à destination des patients qui ont été traduites et qui venaient des plaquettes qui avaient été réalisées par l'AMVF. Et puis, il y a des webinaires qui sont organisés pour les professionnels, des webinaires de formation. Et en fait, ces webinaires sont organisés
également en collaboration avec le groupe Valdig. Et donc, vous voyez, en octobre 2023 et avril 2024, il y a eu 2 webinaires qui ont été organisés sur la thématique des maladies vasculaires du foie, auxquels des membres du réseau ont participé. Et puis finalement, la plus grande, je pense, réalisation de cette année, c'est que le réseau a pu obtenir un COST, donc un financement qui provient de l'Union européenne, qui s'appelle Eurovaldinet. Et donc le projet a été rédigé par Pierre-Emmanuel Rotoux. Et donc l'objectif d'Eurovaldinet, c'est vraiment de créer un réseau européen et voire même au-delà, international, d'intérêt pour les maladies vasculaires du foie, qui va regrouper des médecins, des scientifiques, mais également des personnes, évidemment des patients, des gens qui viennent du milieu des sciences humaines et sociales. Et donc, ce projet nous apporte un financement qui va nous permettre d'organiser des congrès, des réunions, des échanges, des masterclass. Donc, il y a 6 groupes de travail qui sont les suivants: l'histoire naturelle, l'anatomopathologie, la radiologie, les biomarqueurs, un volet fondamental et un volet qualité de vie. Et donc, c'est vraiment un groupe qui est inclusif. Et donc, si ça vous intéresse de venir participer au COST et de travailler dans un de ces groupes de travail, voire même plusieurs, eh bien, les diapositives seront disponibles. Il vous suffit de cliquer sur le lien et de vous inscrire. Tout le monde est bienvenu. Et donc, ce serait vraiment super qu'il y ait le maximum de Français dans ce groupe COST. Donc maintenant, j'en viens aux vidéos à destination des patients, mais pas que. Je pense qu'il y a plein de gens qui aiment bien regarder ces vidéos et qui ne sont pas forcément patients. On connaissait les fistules portosystémiques congénitales et la maladie vasculaire du foie. Et donc, la nouveauté, c'est qu'il y a une vidéo sur la thrombose de la veine porte dont va vous parler Liliane après, et puis une vidéo sur les téloméropathies. Et donc là, vous voyez également les QR codes qui vous permettent d'accéder directement à ces vidéos. Et je passe la parole à Liliane. Rebonjour à tous. Donc effectivement, vous savez que le but de l'association, c'est d'aider, d'entourer, d'informer les patients et leurs proches. Donc on s'attelle à tout ça. Moi, mon challenge, c'est d'aider aussi les patients qui sont partout en France. Donc c'est pour ça que je compte sur vous, responsables de centres de compétences ou centres constitutifs, pour parler nous, pour qu'on puisse aider vos patients. Donc, quelques actualités phares, c'est la vidéo sur la thrombose porte qui a été effectivement mise sur pied avec Fil Foie. On a eu, nous, au niveau AMVF, le témoignage d'un patient. Et donc, comme disait Laure, avec le QR code, vous pouvez facilement la visualiser. Autre action phare, c'est dans le cadre d'un partenariat entre le corps médical et les patients. Donc en l'occurrence là avec Aurélie, on a fait un webinaire à l'intention des patients parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait des questions parfois qui restaient en suspens, et le fait de faire des webinaires en visio ont permis à des patients de poser des questions et d'en savoir un petit peu plus. Le premier webinaire qu'on a fait, c'était au mois d'octobre, le 14 octobre. C'était sur les anticoagulants. Donc ce webinaire s'est divisé en 3 parties. Une partie témoignage patient, une partie, comme c'était sur les anticoagulants, l'intervention de la CAC avec Emmanuel de Rocourt et sa collègue. Et ensuite, on a répondu à des questions. Comme ce webinaire avait remporté finalement un vif succès, on avait plus de 100 plus de 100 inscrits et à peu près 50 participants. On leur avait demandé de poser leurs questions en aval. Et là, un grand merci à Anaïs aussi qui nous a bien aidé au niveau de la logistique. Donc là, on va retravailler sur
si possible au premier trimestre sur un prochain webinaire, soit webinaire sous le même format, où on pensait aussi à deux sortes, un webinaire qui aura plus forme de TP. Donc ça, c'est à revoir ensemble. Une autre action phare de l'AMVF, ça a été fait grâce à un appel à projet par une banque de Bourgogne-Franche-Comté. On a mis en place des séances d'activité physique adaptées en visio, tout ça déjà pour sortir les patients de leur isolement, ceux qui étaient éloignés, qui étaient en milieu rural. Et j'avoue que là, les séances doivent avoir maximum 11 personnes. On a eu 10 participants assidus qui sont presque repartants pour un autre cycle. Donc là, on a réussi, les administrateurs sont d'accord pour reconduire l'opération en 2025. Donc là, j'ai déjà fait un appel à des gens, aux adhérents qui seraient intéressés. Bon, j'ai participé aux journées de la FEV, ça je ne vais pas m'éterniser trop. On a tenu un stand AMVF où j'ai eu le plaisir de rencontrer soit des hépatos chez nous ou des hépatos de l'étranger qui étaient intéressés par nos actions. Et puis, j'ai terminé par la bonne nouvelle, peut-être l'avez-vous déjà vu, ou alors je vous invite à le visiter. C'est notre nouveau site internet, www.amvf.asso.fr. Et je suis ouverte à tout avis. Si vous avez des observations, des suggestions, n'hésitez pas. Et donc, comme j'ai dit tout à l'heure, je compte sur vous pour qu'on puisse aider vos patients. Merci en tout cas.